Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir présenter mon travail de thèse dans le cadre de ce séminaire. Je suis Aliénor Morvan. J'ai rejoint le projet Bicréative en décembre dans le cadre d'un post-doctorat sous la supervision de Lorraine et pour l'INRAE et d'Olivier Hirt pour l'ENSI. Et donc là, je vais vous présenter mon travail de thèse qui s'appelle Soutenir la contribution des parties prenantes en conception participative avec des systèmes de médiation socio-technique, analyse des niveaux épistémiques et de la fidélité des propositions. Oui, j'ai oublié de vous dire que la thèse était sous la direction de Françoise Détienne, Stéphane Saffin et Thomas Dorta. Juste un avant-propos avant de démarrer vraiment. La thèse a été rédigée avec un mode de rédaction inclusif qui était le féminin générique. Donc en fait, ça désigne le féminin générique, ça consiste à désigner en fait des personnes isolées ou des groupes de genre qui sont à la fois féminins, multiples ou indéfinis. Par exemple, quand je vais dire les usagères, en fait, je peux désigner à la fois des usagères féminines, mais aussi toute autre personne appartenant à la communauté d'usage. Le but de tout ça, c'est de banaliser les formes de rédaction inclusive hors des études spécifiques liées au genre. Pour démarrer, je vais vous expliquer un petit peu le contexte d'émergence de la conception participative. L'idée, c'est que on va évidemment parler d'abord de la conception conventionnelle, où on a commencé à convenir du fait que pour concevoir, eh bien, il faut prendre en compte l'expérience des usagères. Vous voyez, usagères, là, c'est la communauté d'usage. Il faut prendre en considération l'expérience des usagères à un minimum. Pour ça, eh bien, généralement, on compte surtout en fait sur l'empathie des conceptrices professionnelles, donc à la fois des architectes ou des designers. Et donc, on estime que l'empathie est inhérente au métier de designer. Et donc, si on se dit que les designers vont concevoir des équipements qui vont modifier l'environnement, qui vont pouvoir changer le monde, parce qu'on a aussi un peu d'ego, et bien là, attention, Sama Karaki nous dit oui, bon, ok, l'empathie peut changer le monde, mais en fait, l'empathie, ça dépend des individus. En fait, l'empathie, elle varie selon leurs caractéristiques socioculturelles, et donc elle ne se déclare pas. En fait, elle est surtout le fruit, le résultat d'une méthodologie et surtout aussi, elle ne remplace pas le point de vue de l'autre, le point de vue des usagères. Et donc, dans les années 70, riche de tout le mouvement des contre-cultures, eh bien, il y a Papanek, Cross qui vont tirer la sonnette d'alarme en disant attention, les conceptrices professionnelles sont responsables en fait des équipements inadaptés qu'elles peuvent concevoir et par la même occasion des conséquences néfastes qui suivent. Par ailleurs, on observe un glissement d'une conception qui était centrée sur le dispositif vers une conception qui va être ensuite plutôt centrée sur les usages. Donc là, par exemple, au lieu de concevoir une chaise, on va concevoir le fait de s'asseoir. On observe aussi l'émergence, notamment en Europe du Nord, en Angleterre et dans les pays scandinaves, de formes extrêmement appliquées de démocratie participative, dont font partie les démarches de conception participative. Et puis, tout ça est participe aussi d'une forme de réhabilitation des connaissances situées des personnes concernées. Donc là, évidemment, on renvoie à Donna Haraway ou Lucy Suckman, qui plaident vraiment sur le fait que les personnes concernées ne sont plus disqualifiées pour traiter d'un sujet, mais au contraire, leur connaissance située va légitimer leur point de vue et le fait de les prendre en compte dans le processus de conception.
À partir de là, la conception participative, elle n'est plus basée donc sur l'empathie aléatoire des designers ou des architectes, mais sur l'expérience et la contribution directe des usagères. Donc les usagères ne sont plus des sujets passifs, mais au contraire, on va les impliquer activement dans les processus de conception pour faire bénéficier le projet de leur expérience de l'usage. Et alors là, Visser, en 2006, elle nous dit oui, ok, mais concevoir, en fait, c'est représenter. En fait, l'activité de conception, elle est inextricable de celle de la représentation. Et alors nous, pendant la thèse, on s'est demandé, oui, mais ok, mais à ce moment-là, qui tient le crayon? Qui produit les représentations dans un processus de conception participative? Est-ce que c'est quelqu'un de la communauté d'usage ou est-ce que c'est encore les conceptrices professionnelles? Parce qu'en fait, on demande beaucoup donc aux usagères lors d'un processus de conception participative. Et donc, l'idée, c'est que les conceptrices professionnelles, elles vont faire évidemment valoir leur expertise de conception, mais elles vont aussi devoir acquérir de nouvelles compétences, notamment des compétences en médiation sociotechnique. L'idée, là, ça va être d'adapter le dispositif sociotechnique à l'implication directe des usagères pour leur faciliter justement leur contribution. Évidemment, tout ça pose plusieurs problématiques. Donc nous, on s'est intéressé à deux d'entre elles. Donc, quelle est la nature des contributions des parties prenantes au sein du processus de conception participative? Et puis, quel pouvoir d'agir le dispositif technique et le soutien humain procure-t-il vraiment aux usagères? Pour ça, on a mené 4 études. La première étude, en fait, elle vise vraiment à positionner la démarche de recherche dans le contexte de pratiques locales. L'idée, c'était pas d'être donc dans une tour d'ivoire de la recherche, mais c'était vraiment d'ancrer vraiment les questions de recherche avec des enjeux qui sont réels, réellement rencontrés par les praticiens et les praticiennes. Et donc pour ça, on a réalisé donc une série d'entretiens semi-directifs de 17 organisations françaises. Et donc l'idée, c'était de documenter une pratique qui est quotidienne et au long cours à travers de multiples projets. Donc vous voyez apparaître la liste des organisations en question. L'étude 2, là, l'idée, c'était donc de soulever la question du soutien du dispositif technique à la à la générativité du processus de coïdéation. Donc la coïdéation, c'est l'activité de générer des propositions de manière collective. Pour ça, on s'est appuyé, la méthodologie, on l'a basée sur les mouvements latéraux lors d'une étape d'un seul projet. Vous allez me dire, oh là là, les mouvements latéraux. Alors pour ça, je vais vous expliquer. Donc on se base donc sur Goldschmidt, qui a entrepris la démarche de modéliser le processus de conception. Et cette modélisation, donc qui s'appelle le linkographe, enfin, c'est basé en fait sur des mouvements latéraux et des mouvements verticaux. Les mouvements latéraux, en fait, c'est l'idée de donc partir d'une proposition et d'explorer différentes alternatives. Ensuite, l'étude 3, là, on s'est posé la question donc de jusqu'où on pouvait aller avec les usagères. En fait, comment les usagères vont explorer avec les médiatrices les niveaux épistémiques du projet. Pour ça, la méthodologie s'appuie cette fois donc sur les mouvements verticaux lors d'une étape d'un projet. Donc les mouvements verticaux, on reprend Goldschmidt, c'est lorsqu'on va cette fois explorer donc les différents aspects d'un même projet, d'une même proposition. Donc par exemple, là, on va traiter de l'apparence générale. Ensuite, on va traiter l'organisation de différentes notions, puis les questions techniques et puis ensuite après l'aspect plus fonctionnel.
Donc, une fois qu'on a regardé les pratiques de conception participative au long cours, au quotidien, une fois qu'on a reprécisé l'étude de l'activité de conception sur une étape très précise d'un projet très précis, et qu'on a pu voir l'activité de coïdation. L'idée, c'était de se poser la question, OK, mais ces propositions, qu'est-ce qu'elles deviennent à la fin du processus? Lorsque les conceptrices professionnelles viennent affiner en fait les données en l'absence des usagères. Donc affiner en studio. Et donc on s'est posé la question de la fidélité conceptuelle du projet final par rapport aux propositions issues de la participation. Pour ça, on s'est appuyé à la fois sur les mouvements latéraux et à la fois les mouvements verticaux, et ce sur plusieurs phases d'un processus de conception participative. Donc ça, c'est vraiment la donnée longitudinale. On s'est vraiment intéressé au côté temporel en fait du processus sur l'ensemble de ces phases. Donc là, vous voyez la démarche méthodologique, la manière dont se sont structurées ces quatre études. Donc l'idée, c'était d'étudier la médiation sociotechnique. Donc pour ce faire, on va évidemment étudier des terrains et des outils, donc, que je vais vous présenter à présent. Donc les terrains, il y en a eu trois. Donc en premier lieu, l'étude 1, en fait, elle s'est donc basée, comme je vous l'avais dit, sur 17 organisations locales qui pratiquent la conception participative. Et là, c'était vraiment, encore une fois, de ne pas faire une recherche qui est hors sol, mais vraiment d'avoir une démarche de recherche qui soit ascendante, et d'interroger aussi les pratiques participatives dans la méthodologie de la recherche, quoi. C'est pour ça que ça nous a permis vraiment d'extraire certaines questions de recherche. L'étude 2, ensuite, elle se base donc sur une analyse d'activité de conception, donc de manière beaucoup plus resserrée, sur un projet, celui du Learning Center du CHU du Grand Paris Nord. Donc Learning Center, c'est un terme un peu pompeux, mais en fait, il s'agit d'une bibliothèque universitaire, dans un centre hospitalier. Donc là, on a travaillé avec les documentalistes, des enseignantes et des élèves de médecine pour concevoir les espaces d'accueil et de détente. Voilà. Et donc, on a analysé non seulement l'activité, mais surtout les productions issues de ces ateliers. Et les études 3 et 4, elles se basent sur le terrain de la conception participative du hall de Télécom Paris. Alors, contrairement à l'étude 2, en fait, là, qui était l'étude 2, donc c'était lors du concours architectural du bâtiment. Donc, en fait, le bâtiment n'existe pas encore. Donc, on fait l'atelier dans un autre lieu. À Télécom, c'est le contraire, le lieu existe déjà. Donc, on peut tirer parti du lieu, de l'espace à concevoir pour l'intégrer dans le dispositif technique. Donc ça, vous allez voir, ça va être intéressant. Là encore, on réalise une analyse d'activité de conception, et on va également analyser les productions. La particularité ici, c'est que ma thèse, je l'ai réalisée à Télécom, et donc j'étais moi-même usagère du lieu, et donc j'étais partie intégrante de la communauté d'usage. Donc là encore, c'est aussi, ça vient aussi renforcer l'idée de la connaissance située qui va être mobilisée dans cette thèse. Donc je vous ai parlé des terrains, maintenant je vais vous parler des outils. Donc, les outils, alors pour ceux qui étaient là à l'AG Bicréative, vous allez voir la résonance. En conception, lorsqu'on parle d'outils de représentation, eh bien, on pense tout de suite au crayon. Le crayon, ça sert à faire des esquisses 2D. L'esquisse, elle est intéressante en début de processus parce qu'elle est ambiguë. Elle permet différentes interprétations et réinterprétations qui vont permettre de
faire progresser le processus de conception. Et puis comme c'est un outil très ouvert, en fait, on peut tout concevoir et donc c'est très intéressant, mais ça demande énormément de maîtrise, notamment du dessin en perspective. Et ça, eh bien, on ne peut pas le demander comme prérequis donc à l'ensemble de la communauté d'usage. Donc, lorsque on arrive en fin de processus de conception, là, il faut lever les ambiguïtés. Et donc, pour ça, on utilise donc des outils de représentation, enfin des modes de représentation techniques, notamment, par exemple, le plan, où là, on va vraiment avoir une codification assez ardue, qui est encore là, une fois, pas évidente à maîtriser et à appréhender pour des personnes qui ne sont pas formées donc à ces codes. Et puis, comme le nom l'indique, un plan, eh bien, ça écrase les volumes. Donc, ça peut paraître assez abstrait. Et donc, pour pallier, pour traiter en fait la question des volumes, eh bien, on va utiliser en général une maquette. La maquette, surtout en architecture, elle est donc à l'échelle réduite, ce qui fait que ça demande en fait aux participantes eh bien, un effort cognitif de mise à l'échelle. Ça, eh bien, encore une fois, c'est pas évident lorsqu'on n'est pas formé. Donc en conception participative, pour résoudre ça, eh bien, on va préfabriquer des éléments. Donc par exemple, là, vous voyez des armoires, des lits, etc. Pour faciliter cet effort de mise à l'échelle et réduire la question que l'on va poser. Donc les outils sont plus refermés. On va pas poser la question. La question qu'on va poser, par exemple, c'est celle de l'aménagement. Où est-ce qu'on va placer tous les éléments? On va pas se demander, par exemple, on va se demander où on place le lit par rapport à l'armoire, mais pas ah non, je veux pas un lit, je veux un hamac. Voilà, on resserre la question. Et puis le problème des maquettes, c'est aussi que vous voyez là les infirmières, en fait, elles sont géantes par rapport donc à l'objet de conception. Donc là, c'est vraiment l'effet de Gulliver. Il y a vraiment voilà, un effort, comme je vous l'ai dit tout de suite, de mise à l'échelle. Et donc, la fermeture des outils sert vraiment à pallier cet effet. Et puis, pour donc essayer d'intégrer de manière plus immersive donc les participantes, on va utiliser des outils de réalité virtuelle avec notamment des outils, des esquisses 3D. Alors l'esquisse 3D, elle permet à la fois de gérer des volumes, mais en étant immergée. Donc ça c'est intéressant parce que par exemple la réalité virtuelle ça c'est complètement assujetti, c'est complètement pardon émancipé de la notion de gravité. Donc ça va être beaucoup plus facile pour concevoir par exemple des éléments qui sont suspendus. En revanche, par rapport à la maquette où là on voyait c'était vraiment beaucoup plus laborieux. En revanche, l'intérêt de la maquette, c'est que puisque la gravité rend le fait de suspendre des objets beaucoup plus laborieux, et ben, ça va nous permettre de déclencher le traitement de la question technique de comment on va accrocher du coup ces éléments. Donc finalement, c'est aussi très intéressant cette contrainte-là en conception. Donc tout ça pour dire que en conception participative et en conception en général, en fait, isolément, chaque mode de représentation ne permet pas de traiter l'ensemble des aspects d'un projet. Et donc, c'est vraiment le fait de les regrouper au sein d'un écosystème de représentation qui va nous permettre de concevoir de manière complète un projet. Et alors, les outils que nous, on a utilisés pendant la thèse, eh bien, on a d'abord utilisé donc, un kit de maquettage et une matériothèque, donc de manière complémentaire. Le kit de maquette, vous voyez, donc c'est un ensemble de petits éléments préfabriqués qui sont découpés en laser et puis donc qui constituent un outil plus fermé, un peu comme on voyait donc la maison de poupée avec les infirmières, et puis un outil plus ouvert qui est donc la matériothèque constituée donc d'un ensemble de matériaux bruts. Et donc là, vous voyez donc un extrait vidéo avec donc les participants qui se les approprient. On a également utilisé donc le Hive 3D, qui est un dispositif hybride de réalité virtuelle sociale. Sociale, pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement à un casque où on est assez isolé,
Là, en fait, c'est un écran demi-sphérique qui permet à une dizaine de personnes de pouvoir rentrer dedans. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça va permettre les gestes de pointage qui sont extrêmement importants en fait. Donc, dans la conception, c'est vraiment des informations complémentaires donc à la conversation orale de conception et à la fois les objets intermédiaires qui vont apparaître à l'écran. Donc, ça permet vraiment de profiter de la conception collaborative. Donc nous, on a pu filmer tous ces éléments et les retranscrire. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pu aussi tirer parti de l'existence préalable du lieu, de l'espace réel à concevoir, donc du hall de Télécom Paris. Donc ça, pour identifier en fait ce support, eh bien c'était assez facile à partir de la vidéo. En fait, on voit lorsque les participantes en fait sont autour de la maquette, parfois on les voit se détourner pour donc réaliser un geste de pointage et attirer comme ça l'attention de l'ensemble donc des participantes vers un détail, un élément architectural. On a aussi pu mobiliser directement le corps des participantes pour mieux affiner notamment des éléments de dimension. Donc là, c'est ce que vous voyez à droite. Et donc tout ça nous a permis d'apporter évidemment des contributions, donc que je vais vous présenter maintenant. Donc tout d'abord, l'idée, c'est que l'étude 1 nous a permis d'identifier les pratiques locales de participation et situer donc notre démarche de recherche par rapport à tout ça. Donc ça nous a permis de compléter une littérature en conception participative qui est essentiellement anglo-saxonne, avec un répertoire de pratiques locales. On s'est rendu compte que en fait, certaines organisations françaises interrogées en fait, se distancient plutôt des concepts documentés dans la littérature, comme donc, le co-design, la participation, et même parfois le cadre même de l'atelier. Alors, pour différentes raisons, évidemment, parce que ce sont des méthodologies qui ont aussi été récupérées de façon politique, commerciale, voire marketing. Et donc, pour des raisons politiques, ces personnes vont préférer se distancier et développer soit d'autres formes, soit en fait pratiquer les mêmes démarches, mais en les nommant d'une autre manière. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'aussi, en fait, la participation directe des usagères à l'activité de représentation était quand même un peu limitée. Elle revenait en général plutôt aux conceptrices professionnelles. Lorsque, malgré tout, les usagères sont impliqués, on va plutôt observer un recours à des outils refermés ou alors performatifs comme le théâtre ou la danse. Et puis, ce qui a été aussi identifié, c'est que certaines organisations soulèvent vraiment un enjeu assez important, donc c'est celui de la continuité de la mission de médiation. Parce que par exemple, en architecture, lorsqu'on réalise donc toute la phase participative, eh bien, en fait, l'ordre des architectes enfin, le cadre légal de l'architecture va estimer qu'en fait, on ne peut pas leur confier la mission d'exécution de la conception parce que ça pourrait constituer parfois un conflit d'intérêts. Donc ça, en fait, c'est un cadre légal qui est vraiment en défaveur des pratiques participatives parce qu'on voit en fait une perdition assez importante des informations qui ont été recueillies lors des étapes participatives. Et donc, on peut, grâce à cette étude, en fait, identifier que le dispositif sociotechnique qu'on va mobiliser dans les études suivantes est plutôt original, en fait, par rapport aux pratiques qu'on a pu observer dans celle-ci. Et donc, que la démarche qu'on va réaliser ensuite, c'est plutôt une démarche radicale par rapport aux pratiques en vigueur. Tout ça, c'est pas pour évaluer négativement les organisations interrogées, mais pour identifier la mission en fait que l'on peut avoir dans la recherche en design, avec surtout des conditions économiques et temporelles qui sont beaucoup moins contraintes évidemment que celles des organisations et des praticiennes en fait. Voilà, donc c'est comment se rendre utile en fait pour la pratique en design quand on est donc en recherche en design.
Ensuite, l'étude 2, ce qui a été intéressant de mettre en place, c'est cette notion donc, de degré d'ouverture et de fermeture d'un outil. Ça a été, on a pu le mettre en place en se disant que l'idée, c'était d'atteindre une sorte d'équilibre entre la diversité des représentations qu'un outil pouvait permettre et à la fois l'autonomie qu'il pouvait procurer aux participantes. Donc par exemple, là vous voyez en bas, on a l'habitat miniature, qui est une sorte de maison de poupée. En fait, c'est intéressant parce que ça mobilisait surtout donc des personnes âgées qui étaient dans un EHPAD. Il s'agissait de concevoir l'aménagement intérieur d'un EHPAD. Donc, comme ces personnes ont des facultés à la fois motrices et cognitives qui sont diminuées, eh bien, on est obligé de refermer la question qu'on va traiter avec elles et donc de refermer par là même cet outil. Ça permet voilà, d'adapter à la fois la question, mais aussi au public qu'on va mobiliser. Ensuite, bon, on voit les Lego qui sont un peu l'image d'Épinal de la conception participative. Donc ça permet de poser une question un peu plus large. En revanche, les Lego, eh bien, vous voyez que les figurines humaines sont complètement disproportionnées et l'échelle de la brique est assez limitée, ainsi que le système constructif, c'est-à-dire que les éléments, les unités élémentaires, donc qui est la brique, bah, en fait, on ne peut pas la modifier. Elle est plus ambiguë que par exemple une chaise ou une table, mais on ne va pas pouvoir elle-même la modifier. Au contraire de la matériothèque, où on va mobiliser des matériaux bruts qui sont complètement ouverts et qu'on va pouvoir modifier, découper, plier dans tous les sens. Et donc le kit de maquette, on a estimé qu'il se situait entre les Lego et la matériothèque. Et puis bah, la matériothèque, elle, voilà, c'est un ensemble complètement ouvert. Dans l'étude 2, l'idée c'était donc de partir de ce kit comme référent. Et donc toutes les productions qui ont été, enfin toutes les représentations qu'on appelle donc unités typologiques. Donc une typologie d'équipement, c'est une table, une chaise, une lampe, etc. Et donc toutes ces unités typologiques, en fait, on les a isolées et analysées individuellement. Et on les a comparés par rapport aux référents des typologies qu'on avait anticipées, qu'on avait fournies déjà à la base dans le kit. Et donc on s'est demandé si les typologies qu'on voyait, elles étaient reproduites, modifiées ou non anticipées par rapport aux typologies. Donc là, par exemple, ce que vous voyez à gauche, on a un banc qui est vraiment reproduit à la lettre par rapport au kit initial. Ensuite, au milieu, on a un canapé qui là est modifié puisqu'on a ajouté des petits coussins bleus pour signifier qu'on voulait de la couleur et du confort. Ensuite, le hamac à droite, bon bah là on a une typologie d'équipement qui répond aux mêmes usages, mais en revanche elle n'était absolument pas anticipée dans les fournitures du kit initial. Donc là on dit que voilà, c'est le mouvement latéral à ce moment-là est assez élevé et donc c'est une typologie non anticipée. On s'est également interrogé sur le niveau d'autonomie que procurait chaque outil. Et donc ça, c'est assez facile à repérer sur les vidéos. Donc pour chacune de ces typologies d'équipement, eh bien, on s'est demandé si les usagères avaient fait appel à l'aide d'une médiatrice ou pas. Voilà. Et donc, ce que l'étude a révélé, c'est que à la fois le kit procurait beaucoup plus d'autonomie aux usagères, d'une part. D'autre part, la matériothèque permettait une beaucoup plus grande diversité de représentations et qu'en fait, c'était pas soit l'un, soit l'autre, mais que c'était vraiment la combinaison en fait de ces deux outils qui était vraiment le plus favorable à la fois à l'autonomie et donc à la diversité des représentations. Ensuite, dans les études 3 et 4, on va mobiliser le cadre des niveaux épistémiques qu'on a défini de cette manière-là. Donc, ce sont les différentes natures de connaissances du projet qu'on va mobiliser ou construire pendant l'activité de co-idéation.
Donc on s'est inspiré pour ça de l'échelle d'abstraction de Rasmussen, qui part des niveaux tout en haut qui sont donc des buts, qui sont abstraits, ce sont les fins. Et puis tout en bas, les moyens qui, eux, au contraire, sont plutôt concrets. Ces différents niveaux sont reliés par des dynamiques. Donc, lorsque l'on remonte avec le mouvement vertical ascendant, on pose la question pourquoi. Et lorsqu'on redescend, eh bien, on pose la question comment. Et donc nous, on a tout remodifié, enfin tout adapté, en ajoutant des niveaux, donc celui notamment des valeurs, basé sur les travaux d'Étienne Baker et Lebaille. Et donc l'idée, c'est que, par exemple, la communauté d'usage va se dire à un moment donné, ah, ce serait cool de faire quelque chose de plutôt inclusif. Donc là, on est vraiment dans un niveau d'abstraction élevé et on va traiter voilà, des valeurs, de l'identité, de la raison d'être. Ensuite, on a des intentions de contenu. Donc là, c'est par exemple, ah, on veut faire une fresque du progrès technique, de la maîtrise du feu jusqu'à la révolution industrielle. Voilà, on va vraiment traiter du contenu sémantique, des symboles, etc. Ensuite, il y a en numéro 5 les usages, les fonctionnements. Donc là, par exemple, on va traiter des questions d'entretien, vraiment sur est-ce qu'on veut organiser des forums, etc., dans le hall ou ce genre de choses. En 4, il y a donc les typologies d'équipements. Donc là, par exemple, c'est eux, c'est une horloge. Nous, on voudrait plutôt une suspension. Voilà, c'est une table, une chaise, etc. Et ensuite, le niveau le plus bas, il a été redécoupé en plusieurs niveaux pour affiner cette question de jusqu'où on peut aller avec la communauté d'usage dans la conception. Et donc, on a mis les apparences générales en trois. Donc là, c'est par exemple, ah oui, oui, on pourrait faire un jeu de couleurs avec plutôt des couleurs chaudes. Donc ça, c'est apparence générale. Et puis ensuite, il y a les apparences spécifiées. Donc là, c'est telle couleur de Pantone, donc c'est un magenta précisément, ou alors c'est pas grand comme ça, c'est 15 par 7 cm, etc. Et puis enfin, le dernier niveau, le plus concret, eh bien là, c'est vraiment les moyens techniques, les techniques de fabrication. Donc là, on va traiter vraiment de l'arrivée d'eau, est-ce qu'on va produire ça en commande numérique, etc. Et donc, tout ça, ça nous permet en fait de réarticuler les notions de connaissance et de concept, mais pour la conception participative. En fait, les niveaux épistémiques, ils permettent de caractériser les natures de connaissances et tout ça sur une dynamique verticale. Ça permet aussi d'identifier que le concept n'est pas premier. Il est vraiment au contraire l'enjeu de la co-idéation, le résultat de cette activité et qui va se cristalliser dans ce qu'on va appeler le moment Eureka. Donc ensuite, on va mobiliser évidemment ces niveaux épistémiques pour analyser l'activité de conception. Donc là, vous avez en cumulé les 11 heures d'activité pour une des étapes. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que, alors évidemment ici, comment dire, ce sont une courbe qui est schématisée parce qu'en réalité, les oscillations sont extrêmement denses et absolument illisibles. À partir de séquences identifiées, l'idée c'est que j'ai modélisé ça de manière à partir de statistiques. Voilà, pour simplifier et faciliter la lecture. Donc, la première phase, en fait, on s'aperçoit que les échanges sont plutôt situés sur les niveaux 5 des usages et 4 des typologies d'équipement. Et donc ça, c'est vraiment le moment où on va analyser l'activité à la fois réelle et projetée et qu'on va la spatialiser dans les différents endroits du bâtiment. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'on s'aperçoit que en fait, la communauté d'usage, elle va plutôt parler des usages de manière indirecte, c'est-à-dire plutôt à travers le niveau 4 des typologies d'équipement. En fait, les usagères, elles vont plus facilement dire j'ai besoin d'une chaise que de dire j'ai besoin de m'asseoir. Donc ça, c'était intéressant parce que ça va pouvoir induire ensuite, une fois qu'on a identifié ça, des tactiques de médiation.
La deuxième séquence, on voit en fait que les oscillations sont déjà beaucoup plus déployées sur l'ensemble des niveaux épistémiques. Et là, ça correspond au moment où on va définir le concept. À l'issue de cette étape, donc on a ce fameux moment Eureka qui est extrêmement perceptible par la vidéo, par un grand moment d'euphorie et d'enthousiasme général, puisqu'on a pu en fait identifier une cohérence entre différentes participations qui va permettre en fait de remplir les différents niveaux épistémiques manquants et de faire vraiment de relier de toutes les propositions les unes avec les autres pour faire un projet cohérent. Et puis enfin, une fois qu'on a identifié ce concept, eh bien, on va pouvoir redescendre en fait dans les niveaux les plus concrets, résoudre les problèmes techniques d'apparence générale. Mais ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'en fait, il y a toujours des petits pics au niveau des niveaux supérieurs, notamment des valeurs, qui vont être très importants pour en fait prendre des décisions. On va valider des décisions au niveau des valeurs. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle le moment d'affinage des propositions. Et donc on se rend compte que les niveaux les plus extrêmes donc sont beaucoup moins traités dans les phases participatives. En revanche, comme je vous l'ai dit, le niveau des valeurs est particulièrement structurant parce que c'est notamment là qu'on identifie le concept générateur. Voilà, et donc là vous voyez, donc c'était 11 heures en cumulé. Maintenant, je vous propose, pour traiter des tactiques de médiation qui elles aussi sont structurées donc, sur les niveaux épistémiques, je vous propose de resserrer l'analyse au niveau temporel. Donc là, on est à un peu plus de 2 heures donc d'activité de conception. Et donc là, vous voyez que la courbe, pour le coup, c'est la courbe réelle. Et donc, vous pouvez voir apparaître donc les énoncés en vert, qui sont les énoncés produits par les usagères. Et en rose, celles qui ont été, enfin, ce sont les énoncés des médiatrices. Donc, avec les flèches roses, on voit en fait les tactiques de médiation. Donc, à la fois une incitation au mouvement ascendant, verticaux ascendant, donc avec des questions pourquoi, et à la fois les flèches qui descendent, ce sont les questions comment. Donc, ce sont des injonctions, enfin des incitations au mouvement descendant. Et puis, on a aussi des doubles flèches où là, ça va être une injonction à la cohérence où on va dire, bon, ok, maintenant vous avez plein de propositions dans tous les sens, il faut vraiment trouver une cohérence, il faut trouver un lien, une articulation entre toutes celles-ci. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, parfois, eh bien, certaines usagères vont elles aussi en fait mobiliser des tactiques de médiation. Et donc ensuite, lorsqu'on va, enfin, on a pu mettre aussi en place donc le cadre de la fidélité conceptuelle. Et donc ça a été vraiment permis grâce à l'immersion en fait dans le terrain, qui était assez délicate puisque j'étais un peu entre deux chaises, entre le corporatisme et l'esprit d'appartenance. Donc voilà, c'était pas du tout une position en surplomb par rapport à la communauté d'usage. Mais c'est ce qui m'a permis vraiment d'identifier donc un conflit et qui a suscité après cette question de recherche sur la fidélité conceptuelle. Alors la fidélité conceptuelle, on l'a définie de cette manière. Donc c'est ce qui s'inscrit en fait, enfin elle s'inscrit en fait sur l'axe longitudinal, donc l'axe temporel, comme le résultat du processus social de traduction des propositions générées avec les usagères dans le projet final. Donc cette traduction, elle est assurée par les conceptrices professionnelles qui assure la médiation dans les dernières phases du processus de conception participative. Donc là, vous voyez en bas l'ensemble en fait des objets intermédiaires, des représentations qui ont été produites pour, par exemple, la typologie d'équipement des assises. Donc des phases, les toutes premières phases d'échauffement jusqu'à la modélisation finale des architectes.
Et donc, la fidélité conceptuelle, il a fallu l'opérationnaliser. Et donc, pour ça, eh bien, on a à la fois combiné l'analyse des mouvements verticaux avec les niveaux épistémiques et les mouvements latéraux sur la générativité. Et donc, tout ça à travers un troisième axe, donc l'axe longitudinal, qui permettait donc d'étudier l'ensemble des phases donc de la conception participative. Ça nous a permis d'identifier, par exemple, pour la proposition de la végétalisation que vous voyez apparaître ici, eh bien, donc on avait une première proposition. Donc là, on est en phase 3, hein. Donc on est vraiment. Donc on a déjà eu beaucoup de discussions sur la végétalisation avant. Et on a identifié le fait qu'il y avait un problème d'entretien, donc au niveau 5 des usages spécifiques. Et pour ça, à un moment donné, il y a une usagère qui va proposer du coup une nouvelle proposition, une nouvelle technique, donc celle du séchage. Voilà, si on sèche la végétation, bah, finalement, elle devient inerte, elle est morte. Donc là, ça change aussi en 6 les intentions de contenu. On raconte pas la même chose en fait avec une végétation morte ou vivante. Mais en revanche, on reste fidèle au niveau des valeurs, aux valeurs identifiées de l'écologie qu'on avait envie de transmettre et à la fois en termes donc de typologie d'équipement qui était de faire des claustras végétalisés. Donc dans la même phase, on a une proposition concurrente qui va arriver avec l'idée donc de ce procédé technique de la stabilisation chimique. Alors là, ça permet donc de rester fidèle sur les apparences générales, ce qui n'était pas le cas quand on sèche. Là, on garde vraiment le côté verdoyant avec des feuilles. Euh, on résout aussi la question de la prestation, puisque là encore, c'est inerte. En revanche, on change complètement l'idée des valeurs, puisque là, on est plus dans quelque chose d'artificiel, d'un peu moins écologique. Et donc, donc lorsque on va lorsque l'on arrive donc en phase 4, les architectes doivent donc lever ces ambiguïtés du fait que la décision est restée en suspens. Là, il s'agit de trancher. Et donc, de bonne foi, les architectes vont essayer de résoudre du coup ces propositions concurrentes et ces surcontraintes. Donc, l'idée, c'est d'être le fidèle le plus possible à la valeur écologique, aux intentions de contenu, et puis aussi donc aux usages aux contraintes d'usage qu'on a identifiées. Et pour ça, eh ben, en fait, à un moment donné, c'est surcontrait, donc on doit modifier en fait des propositions. Et ces modifications, elles ont plutôt lieu donc dans les niveaux les plus bas, les niveaux épistémiques les plus bas, notamment au niveau des apparences générales et des techniques de fabrication. Et donc, enfin, on reste quand même fidèle à la technique du séchage. Mais on va introduire la notion d'osier et donc voilà, qui va modifier des éléments. Et donc, le processus de traduction, en fait, c'est un processus social. Donc, on s'est intéressé aussi à la fidélité qui était perçue ou pas par les usagères. Et donc, ça, on interroge, on montre en fait le dossier des architectes aux usagères, on recueille leurs retours et on s'aperçoit donc que en majorité, ces retours sont plutôt négatifs. On a évidemment, on s'est intéressé à pourquoi, en fait, comment on pouvait caractériser ces retours négatifs. Et bien en fait, on s'est aperçu que lorsqu'ils étaient négatifs, c'est parce que c'était pour indiquer qu'ils s'éloignaient par rapport aux propositions qui avaient émergé lors de la participation. Au contraire, les retours positifs, ils étaient positifs parce que c'était fidèle, parce que c'était conforme en fait aux propositions qui avaient été réalisées pendant la période participative. Et donc, ça nous a permis d'organiser une nouvelle étape en fait de correction pour pouvoir faire en sorte de refaire converger la communauté d'usage et les architectes vers une solution qui pouvait satisfaire tout le monde. Et donc, ça, c'était plutôt positif. Et donc,
En fait, on s'est aussi aperçu que parfois, eh bien, ça pouvait être même une tactique, enfin une stratégie de conception que de proposer comment dire, de générer une proposition assez radicale pour pouvoir forcer justement la communauté d'usage à se mettre d'accord sur une proposition. Donc, je vous ai parlé des contributions. Maintenant, évidemment, à l'issue de la thèse, oui, évidemment, il y a plusieurs questions qui restaient à explorer, ou en tout cas, ça a suscité de nouvelles questions qu'on a abordées à travers les perspectives. Et donc, pendant ces différentes études, on a mobilisé les niveaux épistémiques comme des outils d'analyse. Et donc, la deuxième version, ce serait de les mobiliser comme des outils de médiation en temps réel pendant les ateliers de conception participative, mais aussi, comme on se dit que ça pourrait aussi structurer la formation des architectes et des designers. Et ce qui est d'intéressant, ce serait aussi de mobiliser ce cadre théorique dans d'autres domaines de conception, au hasard, dans la conception de la transition agroécologique, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que aussi pour la fidélité conceptuelle, donc là encore, on l'avait mobilisé comme un outil d'analyse, mais l'idée serait de poursuivre plus tard en l'utilisant comme un outil de suivi du projet. Comment on peut, par exemple, proposer une autre manière de faire des comptes rendus grâce à cette grille d'analyse ou même de fournir un guide d'affinage pour permettre aux designers et aux architectes de pouvoir prendre des décisions de manière plus fidèle en l'absence des usagers et assurer la pédagogie de leurs décisions aussi à la fin. Et puis ça peut aussi être un support à l'élaboration d'un cadre légal qui soit plus adapté à la conception participative. L'idée aussi, c'était que, en fait, pendant ces 4 études, on a eu tendance à considérer la communauté d'usage de manière un peu monolithique. Or, on sait bien que c'est absolument pas le cas, qu'en fait une communauté d'usage, eh bien, elle réunit toute une diversité de profils. Et il s'agirait du coup de prendre de manière un peu plus fine en compte en fait toute sa diversité, à la fois sociale, culturelle, de genre, d'âge, de handicap, ou même ne serait-ce que l'expérience participative de chacune. Et donc, parce qu'évidemment, tout ça, bah, en fait, les ateliers de participation ne sont pas hermétiques aux enjeux sociétaux. Et donc, il y a aussi, en fait, un atelier, c'est aussi une situation potentielle de pouvoir et de domination. Et il s'agit de pouvoir être lucide en tant qu'équipe de médiation pour pouvoir trouver des tactiques pour mieux redistribuer, en fait, ce pouvoir et les contributions dans un processus de participation, de conception participative. Voilà, donc rééquilibrer les contributions. Et donc pour conclure, eh bien, on reprend les questions de recherche. Donc, quelle est la nature des contributions des parties prenantes au sein du processus de conception participative? Eh bien, en fait, ces niveaux épistémiques, ils nous ont permis à la fois, ils ont permis en fait d'identifier que les usagères, en fait, elles structurent les décisions et les validations de propositions plutôt au niveau des valeurs, et elles sont aussi capables de s'approprier les tactiques de médiation. Ensuite, on s'est aussi rendu compte que le traitement du niveau des usages, il était en grande partie, le niveau des usages, pardon, était en grande partie traité de façon détournée au niveau des typologies d'équipement. Et puis que les usagères valident l'affinage qui est assuré par les conceptrices professionnelles en fin de processus au niveau des usages, mais surtout au niveau des apparences générales. Et puis que les usagères, en fait, elles ont besoin en fait, d'engager leur corps dans l'espace réel et de manipuler aussi des échantillons, des prototypes pour traiter les apparences spécifiques. Et les techniques de fabrication, elles sont plutôt peu traitées et plutôt déléguées en fait aux conceptrices professionnelles. Enfin, quel pouvoir d'agir le dispositif technique et le soutien humain procurent-ils aux usagères?
Eh bien, les usagères, en fait, elles peuvent, grâce aux dispositifs techniques, à la fois traiter un plus grand nombre d'aspects du projet grâce à la multiplication des modes au sein d'un écosystème de représentation. Mais aussi, ça leur permet de s'engager dans l'activité de représentation et de s'appuyer dessus pour négocier en fait la fidélité conceptuelle du projet final. Et puis, grâce au soutien humain, eh bien, on peut aussi mieux adapter, enfin comment dire, les usagers, elles vont pouvoir mieux appréhender en fait le dispositif technique. Voilà, c'est vraiment une combinaison d'une médiation socio-technique pour représenter leurs propositions. On a mis aussi en évidence que comment dire, les usagères, elles vont mettre en cohérence leurs propositions, c'est-à-dire conceptualiser le projet. Elles sont capables en fait de le faire. Et puis, elles peuvent aussi comprendre où se situe l'expertise des conceptrices professionnelles et les laisser. Elles sont aussi capables d'entendre ce point de vue-là et donc pour vraiment collaborer avec elles. Voilà, il ne s'agit pas, en fait, la conception participative, il ne s'agit pas de silencier les conceptrices professionnelles, mais vraiment de collaborer avec elles. Voilà, et donc tout ça, on a pu le mettre en évidence grâce à la mise en place du cadre théorique des niveaux épistémiques. Voilà, merci beaucoup.